trop bien. Vous avez bien mangé? Non. Toute plainte sera reconduite à l'organisation de PDXIO, sachez-le. Alors c'est un sujet un peu lourd tout de même pour la reprise d'après-midi, juste en termes de trigger warning. On va aborder des sujets qui sont quand même un peu difficiles, donc voilà, c'est un peu le « et c'est parti », vous voyez, il faut s'accrocher parce que attacher aux ceintures, ça va envoyer. Est-ce que c'est bon, on peut commencer du coup? Ouais, impeccable, bon ben. Bienvenue à tous et à toutes à cette conférence qui s'appelle « D'observateurs à responsables, enrayer les biais racistes dans l'UI ». L'idée, c'est de savoir ce à quoi on ouvre la porte et ce à quoi on ferme la porte. Le concept aussi d'enrayer, c'est pas nécessairement de tout supprimer parce que ce sera très difficile de supprimer nos biais, déjà en première instance. Donc, c'est plutôt trouver la manière de comment on arrive à enrayer tout ça, à saboter un petit peu les démarches marginales que propose notre cerveau dans, malheureusement, les biais racistes. Donc moi, mon prénom, c'est Marcy Erika. Mon nom de famille, c'est Charolois. Je suis une ancienne membre du Chess France, l'ancienne rédactrice en chef de We Love Dev, parce qu'il y a des gens qui connaissent We Love Dev. Ouais, coucou, il y a même des gens de We Love Dev, c'est cool. Et je suis actuellement une consultante en inclusion dans les expériences utilisateurs et j'utilise des stratégies de contenu et de la discovery pour ce faire. Vous pouvez me connaître par d'autres biais et d'autres sujets, notamment des conférences qui concerne pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas les femmes dans vos équipes tech. Ouf, quel titre prometteur, avec son petit point d'exclamation. L'inclusion des personnes LGBTQIA+, dans vos équipes tech, passez à supérieur. Et développeurs, développeuses, vous êtes responsables de la mixité dans l'IT. Est-ce qu'il y a des personnes qui me connaissent d'anciennes conférences? Ouais, ok. Bon, alors l'idée, c'est évidemment pas de vous faire un résumé de mon CV, mais juste de vous prouver que je mérite toutes les médailles d'un petit lieu de gauche extrême qui s'appelle le Wokistan. Voilà. Alors, pour parler de racisme, vous pouvez un petit peu le voir par rapport à mon physique, aux différentes caractéristiques que j'ai physiquement. J'ai une histoire personnelle avec le racisme. Oui, et pour vous parler de ce sujet-là, je vais partir de moi pour ensuite vous expliquer comment on fait pour enrayer tout ça. Bon, alors, une expérience de personnes qui sont dites racisées, donc des personnes non blanches. Souvent, quand on était enfant, on était plutôt victime de moqueries liées à ça. Ça ne veut pas dire que les autres enfants ne vivent pas de moqueries, mais c'est juste que nous, on a cette expérience commune. Et moi, c'était mon cas. Donc, quand j'étais enfant, les autres enfants m'ont dit que ma couleur de peau ressemblait au chocolat, soit à du café, ou soit à de la merde. Voilà, donc on m'a traité de caca dans la cour de récréation, me posant des questions sur pourquoi ma peau était foncée, sachant que j'ai éclairci cette petite manœuvre d'image assez rigolote. Mais normalement, quand j'étais gamine, ma peau était beaucoup plus foncée. Donc oui, il y avait vraiment ces questionnements systématiques autour de ma couleur de peau. Moi, j'en ai fait quasiment une espèce de burn-out à partir de 6 ans. Et en fait, j'ai commencé à prier au pied de mon lit en souhaitant plus intimement de moi-même de devenir blanche. Tellement j'étais en haine de ce que je voyais dans le miroir, parce qu'en fait, j'étais pas représentée. Dans les années 90, il n'y avait pas vraiment tant de représentation chez les petites filles que ça, des enfants du coup racisés. Et donc oui, j'ai prié pour devenir blanche, pour avoir des cheveux raides, pour avoir des cheveux blonds, pour avoir des yeux verts, que sais-je. Et ça, c'est un fondement de la culture des enfants dits racisés, donc non blancs. Vous pouvez questionner des personnes autour de vous, vous allez être surpris certainement de ce biais-là chez les enfants qui ont grandi en France notamment. Alors après, on grandit évidemment. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir de cet environnement-là où j'étais une minorité et atterrir dans une ville de proche banlieue. Finalement, la norme, c'était d'être complètement dans la diversité. Donc ça m'a un petit peu facilité les choses et ça m'a permis d'accepter et de comprendre plein de trucs auprès de gens complètement différents. Et puis à la suite de ça, l'orientation professionnelle post-bac, les premiers entretiens d'embauche. Et là, c'était une inversion complète. En fait, j'étais félicitée parce que du coup, je faisais pas très noir. Voilà, quand on me demandait mes origines, parce que ça c'est un truc qu'on vous demande souvent quand vous n'avez pas l'air blanc, du coup, totalement en tout cas, on vous demande « Mais du coup, tes origines, c'est quoi? Tu viens d'où » Voilà. J'entends des rires, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont entendu, dit peut-être aussi.
Et donc oui, quand moi je répondais que je suis afrodescendante, donc j'ai de la famille africaine, j'ai d'ailleurs la double nationalité, et ben oui, j'étais félicitée en milieu professionnel parce que je n'avais pas les cheveux crépus, voilà, parce que les cheveux crépus sont pas professionnels, et aussi heureusement que j'évitais d'avoir les traits trop africains, ce qu'on m'a dit. Voilà. On m'a dit vous présentez bien parce que malgré tout, vous évitez d'avoir des traits trop africains. Que ça veut dire, je ne sais pas, toujours est-il que c'est raciste en entretien d'embauche. Voilà. Donc, moi, vous expliquer un petit peu cette énigme qui se situe dans, du coup, mes caractéristiques physiques. Je suis le fruit d'un multiculturalisme complet. Mon ascendance, en fait, mes parents sont malgaches, donc ils sont nés à Madagascar. Le truc, c'est que, au-delà de ça, vraiment, dans ma famille, tout le monde vient de partout. Tout le monde vient de partout, du côté de mon père, du côté de ma mère. Donc, au total, quand on a fait toute notre généalogie, on a 22 ethnies. Voilà, donc on a de l'asiatique, de l'africain, de la péninsule ibérique, donc Espagne, Portugal, de la Scandinavie. Pas très grande et pas très blonde, hein, du Moyen-Orient, et on a aussi des Amérindiens. Très lointains, mais on en a. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je me suis appropriée toute cette histoire personnelle, il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai été vraiment très fière et je me suis dit, en fait, tout ça, grandir dans cet environnement-là, ça m'a aussi permis de comprendre que c'est une richesse. Parce que dans ma famille, c'est une richesse. C'est pas vu comme un enjeu, c'est pas vu comme des obstacles. Ça veut pas dire qu'on s'embrouille pas comme dans toutes les familles, mais on s'embrouille pas là-dessus, en tout cas, ce qui est certain. Donc aujourd'hui, ça fait de moi une militante qui est radicale, c'est-à-dire que j'applique une tolérance zéro sur tous les sujets du wokistan. Mais au-delà de ça, je reste empathique, parce qu'on ne peut pas avoir de manœuvre éditoriale sur ces sujets-là, ça ne fonctionne pas, vu le nombre de problématiques que ça enclenche. Est-ce que vous connaissez cette femme qui est à gauche de l'écran? Ouais, Rokhaya Diallo, ça vous parle? Bon, alors il y avait une conférence tout à l'heure de Magali Milberg qui parlait de rôle modèle. Et ben moi, Rokhaya Diallo, c'est un de mes rôles modèles. Pourquoi? Déjà, elle est toujours vivante, ce qui est assez cool. Voilà. Et aussi, ce qui est bien, c'est que du coup, elle m'a rappelé aussi à mes origines. Parce que comme je vous ai dit, j'ai vécu des biais complètement différents, voire complètement contradictoires, en grandissant et en évoluant dans le milieu professionnel. Donc elle m'a rappelé aussi ce qu'étaient mes liens à l'Afrique, mais plus largement ce qui étaient mes liens en tant que non-blanche. C'est une féministe qui est franco-africaine, elle lutte pour plus d'inclusivité, je vous l'ai dit, c'est mon modèle, mais surtout elle a écrit un bouquin qui s'appelle Racism, a User's Guide, donc de Rokhaya Diallo, et il y a cette citation dedans qui m'a fait écho à pas mal de choses. Elle dit « Lorsque des groupes sont racisés, cela induit une universalisation de la neutralité des autres. Ainsi, des femmes et des hommes et diversité sont déclarés de couleur, universalisant le neutre de couleur blanche. Accepté de fait comme la référence incontestée. » Donc vous comprenez bien que finalement il y a les personnes blanches et les non-blancs. Voilà, c'est pour ça que souvent c'est quelque chose qu'on dit dans le langage militant ou pour faire plus rapide que racisé, et pour moins se justifier aussi. Mais ça a surtout fait écho à une problématique d'expérience utilisateur. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire des sparadraps de couleur? Oui, ok. Donc vous vous souvenez que quand elle en a parlé, ça devait être vers 2017, quelque chose comme ça, ça a fait un backlash énorme dans les médias, parce que justement, elle disait qu'il manquait de la diversité, même jusqu'au sein de la couleur des différents sparadraps. Figurez-vous, messieurs, dames, qu'à l'époque, comme quoi on a tous des biais, je trouvais que ce débat était inutile. Voilà. Donc, tout simplement parce que vous pouvez le voir, il se trouve qu'en vieillissant, comme je vous l'ai dit, j'ai blanchi. Vous pouvez constater que je suis plus sur la partie, du coup, tout à gauche des sparadraps. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce que pour moi, le problème fonctionnel, il était réglé. Stopper, du sang qui coule et bloquer une bactérienne. But fonctionnel. Sauf qu'en fait, dans l'esthétique, moi, j'avais complètement zappé qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi le droit à avoir un sparadrap qui ne se voit pas. Et ça m'a remis vraiment beaucoup de choses en question. Donc c'est pour ça que je vous dis que vraiment on est complètement égaux face au biais et c'est important de pouvoir enrayer et se remettre en question en se disant « Ah oui, non, en fait, c'est pas si inutile que ça, cette histoire. C'est pas un débat inutile. S'il y a des gens qui font la contestation, peut-être qu'il y a un besoin que moi, en tant que personne non concernée directement, je ne vois pas. Et si cela nous échappe, eh bien, c'est important de se remettre en question. » Rokhaya Diallo, elle m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, j'ai été product manager lors d'un concours
un vrai concours pour Louis Vuitton. Ce concours, il a été donc commandité par cette grande maison de luxe et le concept, le brief, c'était de réaliser un bagage connecté et les applications qui en découlaient. Il se trouve que nos équipes nous étaient assignées et comme vous pouvez le constater, on venait plutôt de partout. Donc on s'est retrouvé avec des personnes musulmanes, des personnes juives, des personnes créoles, des personnes européennes, des personnes du Nord également. Et je me suis dit, pour répondre à ce brief correctement, il faut qu'on brainstorm. Et ce qui nous est venu le plus simplement du monde, c'était de constater que nous, notre force, c'était notre diversité. Et c'est comme ça qu'on en a créé tout un bagage connecté, complètement différent, une déclinaison de 5 bagages. Donc vous pouvez constater qu'on a l'européen, l'américain, l'africain, l'arabique, l'asiatique. Donc l'idée, c'est de se décentrer, comme disait Rokhaya Diallo, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'expérience utilisateur et surtout de pouvoir représenter tout le monde. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais rien que pour l'européen, vous voyez qu'au milieu du bagage, on a du coup la tour Eiffel et en fait, dans les motifs derrière, on a les azuleiros, donc les carrelages de la péninsule ibérique qui sont issus du côté multiculturel lié aux musulmans qui étaient présents là-bas. Mais on a fait exactement ce même travail partout. Le bagage américain, c'est la même chose. Alors certes, on a la Statue de la Liberté, on a les étoiles, mais en fait, sur tout le pourtour, ce sont des motifs issus de tribus amérindiennes. On a fait vraiment systématiquement pour le continent cet effort de réflexion en se disant « Ok, donc on propose peut-être un produit tech, mais on a envie de proposer une expérience qui soit globale et qui soit inclusive pour tout le monde par continent. » Donc jusqu'au moindre petit détail. On a créé 2 applis, donc on a Louis Vuitton My Luggage qui est directement lié au bagage. On a forcément toute une gestion du bagage, mais aussi on a un concept de gamification. On peut débloquer des badges qu'on peut faire afficher sur l'écran du bagage Louis Vuitton. On a évidemment géré plein de données. On a même créé aussi des playlists sur mesure, donc Paris s'éveille, Escale à Rio, Destination Le Caire, Cap sur Kyoto. Et donc tout cela s'active dès que vous arrivez dans l'aéroport de votre destination. L'autre application, celle-ci, elle est plus sur la partie City Guide, donc c'est vraiment des tips que les clients, les utilisateurs du bagage connecté vont pouvoir se donner les uns les autres. Le concept, évidemment, c'est de créer plus d'engagement, plus de rétention, la fidélisation et aussi créer cet aspect communautaire qui pourra être relayé sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, voilà, ça nous décentre et ça nous amène à penser à une UX mondiale. Il se trouve qu'on a remporté le concours, donc on a pu pitcher ça devant la véritable équipe de Louis Vuitton. Et moi, ma stratégie en tant que chef de projet et de chef de produit pendant toute cette épopée, c'était de penser à l'UX à différents niveaux. Déjà, l'expérience utilisateur pure, qui sont nos utilisateurs, nos clients, et quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter à travers ces différents bagages. Généralement, quand on pense à l'UX, c'est vrai qu'on a plus tendance à penser au côté fonctionnel, utilisable, la partie expérience et la partie esthétique. Oui, sauf que ça, c'est directement connecté l'esthétique à la désirabilité qui va être créée chez notre client, chez notre utilisateur final. Le côté fonctionnel va être directement lié à la faisabilité technologique, donc dans le code, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est maintenable de faire des propositions internationales. L'expérience aussi, ça va nous aider à quand même permettre la viabilité de l'entreprise. Du coup, on va rajouter un petit élément qui est important tout de même. C'est le point central qui fait l'interconnexion avec tous les autres points. Mine de rien, dans l'expérience utilisateur qu'on a envie de proposer aux gens, il faut toujours systématiquement penser à la partie éthique et à la partie responsable. Tous les points là, ils sont tous interconnectés et quand on réfléchit à l'UX comme ça, on arrive à de l'adaptabilité qui sera beaucoup plus cohérente. Le seul problème, c'est qu'en fait, chacun de ces points, spoiler alert, ils ont des biais racistes. Et oui, I know, that sucks. Donc, moi, mes trouvailles, et vraiment, si vous devez retenir qu'une seule chose de ces 45 à 50 minutes de conférence, c'est cette slide. Mes trouvailles en tant que chef de projet. Déjà, l'inclusivité ethnique dans l'UX, en fait, elle est nécessaire. C'est pas une option. Surtout si vous faites plutôt des manœuvres internationales, vous pouvez y penser. Ce qu'on doit faire, c'est tout se questionner pour sortir de la norme, de notre norme. Qu'est-ce que ça induit ?
Il faut que l'ethnicité, elle soit aussi définie. De qui on parle, de quelles croyances culturelles on parle, de quelle couleur de peau, bien nommer les choses aussi. Et on doit se réapproprier l'histoire et les histoires, comme je vous ai montré avec les différents bagages. Aussi, faut dire les termes, faut pas avoir peur. On peut dire une peau noire, c'est pas une insulte. On peut dire une personne arabe, c'est pas une insulte non plus. C'est tout à fait OK. Enfin, en tout cas, si votre intention est celle-ci, normalement c'est OK. Après, si vous avez une autre intention en utilisant ces mots-là, c'est autre chose. Aussi, ce qu'on doit faire, c'est vraiment devenir acteur ou actrice de l'inclusion. Dans les cas utilisateurs, dans vos équipes, dans les entreprises, dans ce qu'on a envie de véhiculer auprès de tous nos utilisateurs. On doit promouvoir aussi divers personnages, divers codes visuels, et on doit éviter des comportements nuisibles. Pour ce faire, il faut absolument qu'on se pose des questions. Moi, c'est les questions que je me suis posées avec mon équipe. Déjà, c'est est-ce que mon produit ou est-ce que mon service, il est uniquement white-driven, donc il est uniquement pensé pour les personnes blanches, donc vraiment standardisé. Si c'est le cas, du coup, il faut retirer cette norme-là, donc sortir de l'homogénéité occidentale dans laquelle on baigne, tous communément ici, et se dire, bon, allez, on va creuser plus loin et on va avoir un état d'esprit diversity-driven. Donc vraiment lié à la diversité. On va jouer un petit jeu parce que j'adore ça. Est-ce que vous faites partie de la norme? Alors, on va définir ensemble si vous faites partie du top tier de l'échelle sociale et économique. Levez la main si vous êtes un homme. Regardez-vous. C'est toujours très intéressant de constater dans la salle. Est-ce que vous avez un fort pouvoir d'achat? J'entends par là que vous pouvez payer des choses en fin de mois sans trop vous poser de questions. Voilà, ok, intéressant aussi. Est-ce que vous avez la peau blanche? Encore une fois, regardez-vous, c'est intéressant. Moi, j'ai une vue beaucoup plus facile, mais du coup, voilà. Alors, pas de coming out forcé, vous n'êtes pas obligé de lever la main à cette question. Est-ce que vous êtes hétéro? Ok. Est-ce que vous êtes cisgenre? J'entends par là que vous n'êtes pas une personne trans, du coup. Ok. Est-ce que vous êtes neurotypique? Et non pas neuroatypique. Ah, c'est toujours mitigé à ce moment-là. Hein. Est-ce que vous êtes sans handicap et sans maladie chronique? Ok, si vous avez globalement levé la main sur quasiment la totalité des points, du coup, vous faites partie du top tier social et économique, et vous êtes ce qu'on appelle le neutre, le fameux neutre dont on parlait. Le fameux standard, le fameux typique. Pas pour rien qu'on utilise des mots aujourd'hui dans la tech quand on fait partie des porteurs d'idéologie de wokistan comme moi. On parle souvent d'atypie. Et donc oui, c'est un vrai truc. Il se trouve qu'en fait, nous, du coup, le reste du monde, qui ne pouvons pas lever la main tout le temps, du coup, on est plutôt classé comme atypique, comme minoritaire, comme marginalisé. Et en fait, la richesse, elle est ici, wesh, quand même, un peu, mine de rien. Elle est un petit peu plus loin. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'en fait, dans cette partie-là, là, chez les autres gens, l'UX a quand même désespérément besoin de vous à cet endroit précis. C'est ici qu'il va y avoir beaucoup de défis. Donc moi, comme je le disais, avec mon équipe, on se posait quand même pas mal la question, surtout quand on est du coup en chef de projet. Je me disais tout le temps, est-ce qu'on est dans le jugement ou est-ce qu'on est motivé par l'ego? Si la réponse est oui, on se met en mode empathie. C'est important. Si on ne se met pas à la place de l'autre, on n'arrivera pas à définir quels sont les besoins des autres. Évidemment, avec ça, il va falloir s'instruire un petit peu. Il y a aussi des biais et des lois qui influencent nos normes. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez du coup, mais la loi de similarité, par exemple, là, normalement, vous avez spoté tous les différents points blancs, vous les avez vus plus que les autres points. Et mine de rien, en fait, l'œil, il va avoir tendance à fixer des choses qui se ressemblent. C'est pour ça que c'est important de questionner qu'est-ce que la norme, qu'est-ce qui n'est pas la norme. L'effet Von Restoft, donc ça, c'est un effet d'isolation. Normalement, vous avez vu le cercle blanc avant tous les carrés verts. Encore une fois, ce qui est en dehors de la norme est plus facilement visible. Après, c'est bien ou c'est pas bien, c'est à nous de voir l'intention qu'on y met. Il y a aussi l'effet peak end, donc sur une navigation, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de toujours mettre un effet d'ascension, qu'il soit émotionnel, visuel, peu importe ce que vous avez envie de véhiculer, mais en tout cas, dans le cas de la diversité, admettons, on pourrait mettre plus de diversité à l'effet du pic de navigation et aussi à la fin, parce qu'en fait, il y a un meilleur ancrage, une meilleure mémorisation de la diversité, si on prend ce cas-là, lors de notre navigation. La loi de Postel, qui est une loi très intéressante, qui dit, en fait, il faut absolument être libéral dans ce qu'on accepte et conservateur dans ce qu'on envoie. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il faut avoir vraiment une grande ouverture d'esprit sur les choses qui nous interrogent. Mais à côté de ça, on peut rester très simple dans ce qu'on va proposer comme expérience utilisateur. De toute façon, keep it simple,
c'est pas mal aussi. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on partage ensemble une histoire humaine qui est très influente. Donc, je vous le disais, on va essayer de passer d'un état d'esprit white-driven à un état d'esprit, un produit, un service diversity-driven. Donc, welcome on board. On va faire un petit voyage à travers l'humanité. Le départ, c'est maintenant. Attention, il y aura des turbulences, donc accrochez votre ceinture. Qui sont ces personnes? Ouais, les All Blacks. Ok, je vous laisse les regarder. Normalement, il y a plusieurs caractéristiques que vous êtes en train de constater. En principe, vous êtes en train de vous dire qu'il y a de la diversité, un peu quand même. Globalement, ils ont à peu près la même couleur de peau, mais surtout, point essentiel, ils sont tous des hommes. Voilà, très bien. Ils portent tous aussi aux bras ou aux jambes des tatouages. Voilà, je l'ai entendu. Ok. Premier point. Alors, en fait, du coup, le haka, ce qui a été pratiqué et ce qui est toujours pratiqué par les All Blacks, ce n'est pas uniquement une pratique masculine. Voilà, c'est une pratique qui est mixte et non binaire, parce que les gens non binaires existent ailleurs dans le monde, et oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de constater qu'en fait, il y a plusieurs mouvements, donc les femmes vont se mettre devant, les hommes derrière, enfin, il y a vraiment toute une espèce de cérémonial qui est très différente de ce qu'on voit, nous, en tant que standardisés européens à la télé. Il y a aussi ce truc des positionnements des tatouages, je vous l'avais dit, vous les avez remarqués plutôt au niveau des bras et au niveau des jambes, mais en fait, historiquement, c'est aussi sur le visage. Et là, notamment, ça se voit davantage, vous le voyez bien, c'est au niveau de la bouche. Cette pratique-là, ça s'appelle le tamoko. Et en fait, le tamoko, c'est un tatouage qui est permanent, qui est pratiqué par les Maoris, qui sont à la fois dans les îles Cook et en Nouvelle-Zélande. Et le truc, c'est que suivant l'implantation de ce tatouage, ça n'a pas la même signification. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout emplacement a une signification. Cette pratique, elle a disparu lors de la colonisation de leurs terres ancestrales, puis depuis 1970-80, et ça s'est vraiment intensifié là depuis les années 2010, il y a une nouvelle repratique du tamoko. Pourquoi je vous en parle ? Un exemple de produit qui est white-driven, donc pensé pour la norme blanche, ces personnes-là ont vécu des grosses crises d'échec face au Face ID des téléphones, des smartphones de l'Apple, puisque le visage ne reconnaissait pas tout simplement le visage comme humain. Voilà. Donc, quand on dit qu'il faut penser à la diversité, c'est réel, parce qu'en fait, tout cela a une incidence sur la vie des gens. Le monsieur, il a voulu payer, il ne pouvait pas, une nouvelle fonctionnalité qui ne fonctionne pas. Donc voilà, quand je vous parlais de fonctionnalité, de faisabilité technologique, c'est aussi de tout cela dont on parle. Et ça ne concerne pas que les Maoris, puisqu'en fait, dans le monde, il y a plusieurs tribus qui pratiquent ça. On a des tribus chinoises qui le font, des tribus d'Afrique de l'Ouest qui le pratiquent encore, également en Afrique du Nord. Ce qu'on oublie aussi, c'est que les minorités, elles peuvent utiliser la technologie. Surtout aujourd'hui, vous pouvez vous intéresser au mouvement Inuit. On a beaucoup de mouvements, surtout sur la partie canadienne, où les gens sont en train vraiment de se retatouer, ils font une réappropriation ancestrale de leur code. Donc si on oublie tout ça, malheureusement, il y aura un gros souci au niveau de la faisabilité technologique des choses. Je vous emmène en Afrique cette fois-ci, comme vous pouvez le constater. On a une petite vue triangulaire des choses. Oui, ça s'appelle le commerce triangulaire, où je relate de l'esclavagisme des personnes noires. C'est un sujet et un volet important de l'histoire qui est malheureusement trop oublié. Pareil, si vous pensez que c'est un motif type tribal, non, pas vraiment. En fait, c'est une découpe d'un négrier, donc d'un bateau de transport. Et vous pouvez voir comment étaient stockés les humains dedans, toujours vivants. Enfin, en tout cas, à l'arrivée, il y en avait qui étaient morts, mais bon, voilà. Et vous avez là aussi, un esclave qui regarde ce qui peut l'attendre s'il fuit les plantations. Pourquoi je vous parle de ça ? Le master slave, ça vous parle ? Oui, alors bon. Vous savez qu'il y a toute une polémique autour de cette dénomination-là. Et en fait, il faut se dire que quand on parle de master slave et qu'il y a des gens qui s'insurgent là-dessus, c'est que potentiellement, il y a des histoires liées à l'esclavage chez certaines personnes, que c'est encore douloureux, ou parfois que c'est encore d'actualité. Et en fait, on ne peut pas contester que certaines personnes soient sensibles à cela. Vous vous souvenez, mon histoire de sparadrap, je vous disais que je trouvais que c'était un débat inutile. Voilà, bingo. Typiquement, c'est encore la même chose ici. Donc, on peut opter pour main secondary, leader follower, parent child, et en fait, toutes les dénominations qui sont là. Et en fait, le langage, il est complètement omniprésent par défaut. Donc, faire attention au vocabulaire qui est engagé, c'est aussi important.
Autre exemple de produits qui n'ont pas été pensés en dehors de la norme blanche. Quand en 2016, Google reconnaissait les personnes noires comme des gorilles, ça vous parle ? Voilà. Bon, globalement, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a donc des échecs de la reconnaissance faciale, la reconnaissance aussi des mains au niveau des distributeurs de savon. Vous avez entendu parler de cette histoire-là ? En gros, les personnes noires, malheureusement, ne pouvaient pas utiliser les distributeurs de savon parce qu'en fait, le rayon ne traverse pas la mélanine. Donc du coup, la main, elle n'est pas du tout reconnue. Donc voilà, ça crée beaucoup de petits soucis comme ça. Donc comparer les noirs aux animaux, évidemment. Aussi, est-ce que vous utilisez des filtres parfois pour déconner, genre sur Snap ou sur Instagram ou... Oui ? Non ? Moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer et qui a été pas mal relayé sur Twitter, c'est que malheureusement, ces technologies-là, pour les filtres embellisseurs, en fait, ils vous blanchissent et ils vous rétrécissent les caractéristiques physiques que vous avez. Vous voyez, tout ça pose problème, parce qu'en fait, on est en train d'induire, encore une fois, qu'il y a une norme blanche, un idéal physique qui s'applique à toutes les personnes. Vous vous souvenez de mon histoire que je vous racontais quand j'étais gamine, quand on est poussé à soi-même ne plus s'aimer ou à se détester parce qu'on n'est pas représenté, il faut imaginer que tout ça, ça joue aussi sur les identités culturelles des gens. Donc voilà, les triggers, ils sont réels, les traumatismes, ils sont réels, et en fait, on n'est personne pour en juger, et c'est important de garder ça à l'esprit quand on parle de fonctionnel et de faisabilité technologique. Alors, c'est la même chose, on va partir en Asie, mais du coup, je fais la liste de tout ce que j'ai pu entendre. On n'appelle pas les Asiatiques les Chinois, parce que oui, forcément, il y a plein d'autres ethnies en Asie. Pareil, on ne dit pas qu'ils sont jaunes ou que ce sont des bananes, parce que moi, ça m'est arrivé avec un rendez-vous client, on m'a dit « Ah non, mais vraiment, cette développeuse, elle est bien, c'est une vraie banane », et j'ai fait « Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et j'ai demandé, on m'a dit « Bah non, mais c'est parce qu'elle est blanche à l'intérieur et jaune à l'extérieur. » Voilà. Apprécier le moment de gênance absolue. J'ai fait front, je me suis dit ouais, ok, d'accord, bon, bah, vous voyez. Donc voilà, hein, les Ching Chang Chong, pareil, on évite. Appeler les Indiens les hindous, bah, ça fonctionne pas non plus, puisque être hindou, c'est une religion, c'est pas le fait d'être indien. Pareil, encore une fois, des personnes d'apparence indienne, les appeler Paki, Kuri, Bengali, et voilà, tout ça, c'est une insulte. On ne fait pas confondre les personnes sikhs avec les musulmans, encore une fois, c'est une erreur, puisque être sikh est une religion à part. L'arabe, c'est une origine commune, hein, pas une religion. Les chrétiens d'Orient existent. Les Turcs, eh bien, ils sont originaires d'Asie mineure, et qui sont aussi appelés du coup d'origine anatolienne. Et les Caucasiens, c'est pas être blanc européen. Donc quand on dit type caucasien, ça ne veut strictement rien dire, parce qu'en fait, il y a des peuples du Caucase, ce qui englobe les Arméniens, les Azéris, les Géorgiens, les Iraniens, et encore plein d'autres peuples, qui sont les vrais Caucasiens. Donc quand on dit ils sont de type caucasien, eh ben, ça s'appelle de l'effacement culturel. Et c'est important de l'avoir à l'esprit. Je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas tout simplement ouest européen. Hein. Ça pourrait se faire, non, non. Donc vous voyez, encore questionner le vocabulaire, c'est quelque chose d'important. Quand on parle d'esthétique et de diversité et de biracistes et comment les enrayer, vous le savez, vous avez à votre disposition depuis votre iPhone et évidemment tout autre type de smartphone, eh bien, des choses beaucoup plus spécifiques sur la représentativité de la diversité. Si vous voulez plutôt opter dans pour des codes neutres, utilisez le neutre, donc toute la partie jaune. Donc voilà, les emojis qui sont tout à gauche. Néanmoins, si vous voulez utiliser pour de la représentativité des emojis qui sont foncés, vous pouvez aller jusqu'au dernier rang. C'est tout à fait OK. Il ne faut pas en avoir honte ou en avoir peur. Hein, ça se fait. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller sur ces spécificités-là. N'hésitez pas non plus à représenter de la diversité, que ce soit religieux, en termes d'âge, en termes d'handicap également. Autre point, je pense que vous le savez, mais c'est vrai que les couleurs, surtout si vous êtes amené à travailler sur des projets internationaux comme je l'ai fait avec Louis Vuitton, toutes les couleurs ne veulent pas dire la même chose dans les différentes cultures. Donc parfois on peut se planter complètement. Par exemple, le rouge est très apprécié dans la culture asiatique. Néanmoins, le blanc fait quand même un gros rappel à la mort. Donc vous voyez, c'est des choses sur lesquelles il faut être assez vigilant sur les codes visuels qu'on va employer. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il faut penser aux caractères spéciaux. Parfois, on a des noms qui sont très longs. Par exemple, les noms malgaches, nous, on aime bien avoir des codes Wi-Fi à la place de nos noms. Alors, il faut savoir, en fait, c'était une petite boutade, il faut savoir rire de soi-même. Mais en fait, les noms malgaches,
c'est tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul nom à la base. Ça n'existait pas avant la colonisation française d'avoir un prénom et un nom. Donc en gros, ça veut dire le fils de machin, ou alors la fille de machin. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des conglomérats de lettres. C'est pareil aussi avec les Espagnols ou alors les Portugais. Parfois, on a des noms qui sont très courts, qui font une lettre, comme Cédric O. Voilà, bon, Cédric O, s'il remplit un formulaire, parfois, il peut être confronté à des bugs. Voyez. Donc, il faut y réfléchir. Je vous disais, il y a des cas où il n'y a pas de prénom du tout, et puis aussi les différents caractères spéciaux, comme le français, le scandinave, le turc, l'allemand. Voilà, tout ça, ça entrave aussi l'accès à la citoyenneté, donc il faut aussi y penser, mine de rien. Oui, d'ailleurs, je vous ai mis des petits QR codes. Si vous arrivez à scanner, vous le faites. Autrement, je vous passerai les slides. Donc, vous pourrez accéder à vraiment toute une bibliothèque de ressources qui m'a aidé à construire chaque slide. Donc, c'est très, très complet, en plus de ça. Aussi, quand on est dans un contexte international, qu'on développe une app, une web app, il faut penser au sens de lecture. Et oui, parce que tout le monde ne lit pas dans le même sens. Et ça peut péter votre code. Hélas. Donc, repensez que l'hébreu, comme l'arabe, ça se lit du coup de droite à gauche. Pour les écritures japonaises, c'est de haut en bas, et on remonte comme ça, du coup, donc de droite à gauche. Pardon. Pareil pour le chinois de manière ancestrale. Néanmoins, comme le coréen, il cherche à se standardiser plutôt sur le sens de lecture européen. Il y a Pierre-Yves Lapersonne qui a fait une super conférence là-dessus sur le I18N, donc c'est le short name pour internationalisation. Vous avez dans cette conférence qui a été faite en 45 minutes à Devox, mais vraiment une bibliothèque complète des meilleures manœuvres à réaliser pour avoir le code le plus maintenable dans un contexte international, du coup. Moi, mon conseil, forcément, ça va être de créer votre design system le plus inclusif possible. J'entends par là, il faut penser au type de vocabulaire, mais aussi les images, les emojis, les photos. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait avec notre équipe. Et comme je vous l'avais montré avec les bagages, c'est aussi pousser vraiment très très loin dans la recherche utilisateur les différentes histoires. Dans les moindres petits détails, il faut être très vigilant. Également, mes autres conseils, ça va être cela, vous créez votre propre set de user research pour créer vos interviews, vos tests, vos personas, vos anti-personas aussi. C'est quelque chose que je pratique beaucoup actuellement dans ma boîte, c'est de penser les clichés mais à l'envers. Prendre vraiment le persona le plus cliché possible et le déconstruire au maximum. Ça aide beaucoup dans des problématiques de diversité et aussi les user journées. Parce qu'en fait, il y a des risques, il y a des méfaits et des résultats négatifs dans la user research. Oui, c'est assez réel quand on mène des interviews, quand on crée des formulaires, il y a plein de mauvaises pratiques et de dark patterns qui vont du coup se corréler, se greffer à nos produits. Il faut être assez vigilant à ça. Ce que je vous dirais, c'est toujours faire en sorte de laisser une place à la compréhension que la vulnérabilité des personnes, elle est réelle. Le consentement, c'est clairement pas une blague. Du coup, il faut que tous les formulaires ils soient forcément clairs, avec un opt-in qui soit lisible et aussi respecté, qui soit compréhensible, qui soit culturellement approprié, comme on l'a vu tout à l'heure avec tous les exemples ethniques et le fameux banane, par exemple. Hein. Il faut que ce soit accessible aussi, parce qu'on n'oublie pas l'accessibilité, c'est important. Et il faut que ce soit modifiable et retirable. Si ça vous intéresse, l'UX et comment avoir vraiment une espèce de scoring de qualité, vous avez les travaux d'Alba Villamil qui a rédigé tout un tas de bonnes manœuvres dans ce qu'elle a appelé The Ethical Research List. Et là, vous pouvez donc vous inspirer de ce tableau-là lorsque vous menez des interviews utilisateurs. Ça vous permettra de qualifier et de quantifier les risques qui peuvent être liés à la participation. Là, en l'occurrence, c'était des personnes LGBT, mais vous pouvez faire ça avec les personnes racisées, du coup. Ça fonctionne très bien également. Alors, si comme moi, vous voulez aller plus loin, comme mon équipe et moi-même, on doit se challenger et repenser à nos privilèges et à notre responsabilité et l'impact institutionnel que tout cela a. Oui, parce que mine de rien, les impacts ils sont vraiment réels dans la vie des gens. Vous avez vu avec l'exemple du Face ID, des formulaires qui ne fonctionnent pas. Mais oui, en fait, le racisme, l'ethnocentrisme, la xénophobie, le colonialisme ou néocolonialisme, l'impérialisme et l'effacement culturel, tout cela a une incidence directe sur tous ces points. Donc ça a une incidence sur l'économie, sur la politique, sur le légal, sur les systèmes de santé, sur les systèmes d'éducation, sur l'accès à la citoyenneté ou alors aux services d'immigration,
la capacité à avoir bien accès à la propriété ou même au logement en termes global. Ça a aussi une incidence sur les systèmes sociaux, la position géographique où vous êtes et aussi bien, les situations familiales. Comment ça se traduit? Ça se traduit par cette question. C'est pourquoi vous devriez devenir un allié ou une alliée antiraciste? C'est une vraie question. C'est un vrai positionnement. Vous pourriez en avoir rien à faire et passer à autre chose. Je vais vous montrer pourquoi, parce qu'en fait, au biais d'autres témoignages et d'autres expériences d'utilisateurs et utilisatrices dans la tech, vous allez comprendre que tout cela a réellement une incidence dans la vie des gens. Reconnaissance faciale raciste. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du système de caméras de vidéosurveillance qui s'est répandu partout à New York et qui en fait malheureusement a hautement ciblé les quartiers noirs du coup, donc le Bronx, Brooklyn et le Queens, et qui a en fait par son système de code malheureusement renforcé les biais racistes sur les CCTV, donc sur les caméras de vidéosurveillance. En gros, il se trouve que les caméras avaient tendance à plus zoomer sur les personnes qui n'étaient pas blanches, insinuant que potentiellement ces personnes-là étaient des criminels. Donc c'est très sérieux et en fait on a tout un rapport qui a été réalisé par Amnesty International qui a relaté ce truc-là, évidemment suite à des plaintes de personnes racisées qui se faisaient arrêter pour rien alors qu'elles avaient strictement rien commis, parce que oui, évidemment, tout cela est relié à la police. Et donc Amnesty International et toute son équipe tech a décidé de mettre en place, si vous voulez scanner, vous pourrez accéder à cela, mais un système de signalement de toutes les CCTV, donc caméras de surveillance racistes dans New York. Donc c'est un portail qui est accessible pour aider les personnes non blanches à pouvoir anticiper le placement. Et c'est aussi un système de dénonciation du système tech qui favorise et renforce ces biais racistes. Si vous aimez Star Wars, pas besoin d'aller très très loin pour arriver à Tech Wars, vraiment pas dans une galaxie hyper lointaine. On peut aller juste à Kivu, au Congo. Anne-Sophie en parlait ce matin, elle parlait du fait qu'on se voile un peu tous la face sur le fait social triste et sinistre des enfants congolais qui vont récupérer dans les minerais tout le matériel qui aide à la construction de notre hardware. Et c'est vraiment le cas, ça fait des années que le Congo se plaint de cette situation. Ces enfants, pourquoi ils sont utilisés? Alors ils sont utilisés déjà parce qu'ils ne coûtent rien, et qu'en fait le système est tellement oppressif là-bas que pour prendre le fameux cobalt et le fameux coltan qui est nécessaire à la production de hardware, il y a eu toute une culture du viol qui a été instaurée malheureusement par des milices armées locales qui en fait font pression sur les grandes sœurs, les mamans et les grands-mères et utilisent donc la culture du viol comme moyen de rétention ou de menace qui passe de la menace à la pratique, pour prendre les enfants, les enlever et les garder captifs pour récupérer tous les matériaux qui nous servent à nous dans la tech. Il se trouve qu'il y a ce sublime discours qui a été réalisé à l'ONU par Denis Mukwege, qui est donc l'homme qui a reçu un prix Nobel de la paix en 2018 et qui, lui, dénonce activement toutes les pratiques de notre industrie, malheureusement, et qui participe activement à la reconstruction physique des femmes africaines là-bas. Donc il crée vraiment tout un tas d'opérations médicales pour aider toute cette partie du monde à se reconstruire comme ils peuvent. Vous avez entendu parler de ça, là, sur Twitter, cette année? Cette histoire de candidature. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une personne qui a candidaté à un job, et en réponse de son email, elle a reçu « Bonjour arabe » au lieu de son prénom. Ça se passe en France. Là, on est vraiment très très proche. Et donc, lui, elle a reçu « Bonjour arabe », vous avez candidaté, et le nom de famille est passé comme natif. Donc, en gros, la personne s'est plainte sur Twitter disant « Mais qu'est-ce qui est stocké dans leurs données ? Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment du scan de mon CV avec photo pour qu'on me catégorise en tant qu'arabe en tant que prénom et en tant que natif en tant que nom de famille ?» Bon, alors la réponse officielle, c'est qu'à présent, nous ne nous expliquons pas pourquoi le logiciel a nommé comme prénom arabe et comme nom de famille natif.
Voilà où on en est. Et il se trouve que les ATS ne sont pas épargnés par ces biais racistes qui, malheureusement, sont très présents aussi dans l'accès à l'employabilité et à l'emploi. Ce qu'on a aussi comme nouvelle pratique, la magie de l'IA, eh bien, on va chercher de la fake diversity. Il y a des gens qui connaissent qui est cette jeune femme ici? Ouais. Il y a une seule personne au fond. Du coup, je vais dire la réponse, parce que je pense qu'on ne t'entendra pas. Mais en effet, cette personne est un faux mannequin qui a été donc demandé par Levi's, qui voulait générer des fausses mannequins non blanches et racisées. Voilà, donc sachez qu'aujourd'hui, on préfère payer des équipes tech à faire des prompts ultra sublimes pour arriver à ce résultat qui est vraiment ultra réaliste. Et on préfère enrichir cette économie-là plutôt que de payer des vrais mannequins racisés, non blanches, etc. Donc il faut qu'on soit très vigilant aussi, et donc c'est le cas pour les qui sont là. Du coup, il faut qu'on soit très vigilant sur la façon dont on emploie l'IA. Prochainement, peut-être que je ferai une conf juste sur l'IA, vous serez choqués par la capacité que l'IA a à répéter des biais racistes. C'est assez hardcore pour les personnes qui sont concernées. Il y a aussi des inégalités de santé. Je vais la faire un peu courte, celle-ci, mais pour vous expliquer un peu comme cette histoire de distributeurs qui n'arrivaient pas à percevoir la qualité, enfin en fait la quantité de mélanine dans la peau des personnes. Et bien voilà, donc il y a des problèmes à détecter les choses, et c'est le cas dans la santé, puisqu'en fait les personnes non blanches sont malheureusement imputées d'un délai de 5 ans dans le diagnostic des cancers, tellement les datasets ne sont nourris que par des peaux blanches, et aussi par des équipes qui sont blanches, majoritairement. Donc en fait, on fait que nourrir, globalement, une idée de ce qu'est une peau cancéreuse. Et ça peut être le cas sur plein d'autres trucs, hein. Ça peut être le cas sur de l'eczéma, ça peut être le cas sur du psoriasis, sur des urticaires, etc. Et il se trouve que quand on a une peau donc, de racisée ou de personnes non blanches, on est vraiment susceptible d'avoir un délai beaucoup plus important dans le diagnostic. Et donc une errance médicale qui comporte des risques psychosociaux qui ont aussi un impact au travail et la capacité de travail qu'ont ces personnes-là. Vous allez me dire, mais oui, du coup, pour avoir plus de diversité, ce qui est pas mal, ce qui serait cool, ce serait d'avoir davantage de personnes issues de la diversité ethnique qui rentrent dans les écoles d'ingénieurs. Il se trouve que malheureusement, même là encore, dans les candidatures, c'est le cas aux États-Unis, hein, c'est très récent, je crois que ça date de l'année dernière, il se trouve qu'aux États-Unis, toutes les candidatures issues de personnes dites de minorité, hélas, se retrouvent éjectées des programmes de sélection des CV et des candidatures. Donc même là, il y a vraiment en fait un racisme structurel dans le fait de candidater aux études d'ingénieur quand on est une personne racisée. En tout cas, aux États-Unis, c'est le cas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose des questions de mais comment on fait la discrimination positive? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vraiment les compétences? Est-ce que vraiment vous pensez que dans un monde aussi hostile pour des personnes dites différentes, on ne doit pas se poser la question de l'utilité de la discrimination positive à un moment? Parce que c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, je vous raconte vraiment des choses qui sont quand même assez lourdes. Et voilà, en tout cas, le questionnement, il est là. Vous apportez le jugement et la valeur que vous voulez là-dessus. Mais en tout cas, on peut tout à fait réfléchir à des choses qui sont bien réelles et sérieuses dans le fait d'avoir plus de diversité dans nos équipes, dans nos utilisateurs aussi. Comment enrayer ça? Dans la tech, il n'y a pas eu que des personnes blanches. Alors oui, vous allez me dire, les plus populaires, on a Steve Jobs, Bill Gates, et pléthore d'autres figures qui ne font pas les rôles modèles des femmes, souvent. Mais néanmoins, on oublie grandement que, oui, il y a des personnes non blanches, et notamment afro-américaines, qui ont énormément participé à la construction de la tech. Le papa du jeu vidéo, qui est juste ici. Cette personne-là, du coup, est extrêmement importante dans l'essor économique d'IBM, parce qu'il est à la tête d'une technologie de pointe. Ça, encore une fois, c'est des QR codes que vous pourrez scanner. Vous allez avoir accès à tout un listing de toutes les personnes non blanches qui ont participé à l'essor de la tech, leur histoire et leur contribution. Vous allez voir, c'est fascinant. Moi, j'étais au courant de très peu de choses avant de me lancer dans cette conférence. Donc, ma conclusion pour améliorer notre UX antiraciste,
On s'était dit, on va rester connecté avec tous ces points là de faisabilité, de désirabilité, etc. pour créer de l'adoptabilité. Il y a 4 règles pour améliorer notre adoptabilité antiraciste dans la user experience. Déjà, il faut essayer de devenir un défenseur ou une défenseuse de l'antiracisme dans la tech. Oui. Il faut qu'on étudie aussi comment la technologie peut discriminer. Moi, je vous ai donné des exemples, mais figurez-vous qu'il y en a encore plus. Et comme je vous disais, je pourrais même faire une conférence à part sur les IA actuellement. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Donc, il faut aller se renseigner. Si c'est votre envie, allez-y. Il faut aussi comparer toutes les manœuvres du coup racistes et tenter de les justifier. Pourquoi? Parce que c'est assez intéressant de se dire comment on peut justifier le pire. Ça arrive très souvent pour les personnes issues de minorités. On se retrouve confronté à des gens qui sont en capacité de justifier des trucs qui sont du coup normalement en tolérance zéro. Essayez de faire l'exercice. Essayez de faire ça pour débunker justement et prendre du coup les meilleurs arguments en contrepartie. Apprenez à mettre en œuvre des approches antiracistes dans votre produit, en ayant cette fameuse posture empathique, en se mettant à la place des autres et en se nourrissant de toutes ces histoires-là. On parle souvent de dette économique, de dette écologique, mais on oublie aussi que la dette, elle est humaine. Quand on a des personnes dites racisées qui s'en vont des équipes tech, c'est pas un phénomène anodin. Avoir aussi très peu de culture diversifiée de notre industrie, et là je parle même pas juste du genre, mine de rien, tout cela a un gros impact. Pour terminer cela, je vais remercier mon grand-père qui s'appelait Jacob et ma grand-mère qui s'appelait Amina. Je pense qu'au vu de leur prénom, vous pouvez comprendre que les sujets d'actualité me touchent énormément. Parce que dans ma famille, être issue de choses, de faits multiculturels n'était pas un problème. J'aimerais vous dire de rester très concentré sur le fait d'être ouvert à l'autre. Surtout par les temps courts, on vit quand même certaines formes de régression d'un côté intellectuel auquel on ne s'attend pas. Donc essayez de rester fort quand même dans toutes ces pratiques-là. Essayez d'avoir les meilleures manœuvres empathiques envers les autres, les gens que vous ne connaissez pas forcément. Et ça, c'est la phrase qu'on m'a toujours dit dans ma famille, c'est que la richesse culturelle, ça renforce la cohésion et ça appuie la cohérence. Si vous voulez qu'on reste en contact, vous avez du coup mon entreprise. Donc merci si vous voulez faire appel à moi en freelance. Sinon, la boîte que j'ai cofondée cet été qui s'appelle Pattern Tech, on fait de la discovery inclusive. Et croyez-moi, j'envoie du feu. Vous avez du coup mon contact sur Blue Sky, mon contact LinkedIn et le lien sur toutes mes autres conférences. Merci à tous pour le moment qu'on a passé ensemble. Pas du tout. Ouais, ok, très bien. Bon, si vous avez des questions, je reste à votre dispo là dans le coin. Voilà, vous pouvez venir ici.